Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne, c'est Jikoubi qui vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin traiter de botanique. Et oui, pour ceux qui s'en rappellent, il y a plus de 2 ans maintenant, j'ai mis en ligne sur cette chaîne le premier épisode d'introduction à la science des plantes, Botanique, épisode 1. Entre-temps, on a pu revenir sur les plantes. On a vu l'arôme d'Italie dans un botafiche, on a vu les lichens et les mousses dans les biotopes, mais aucun autre épisode de botanique a vu le jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va enfin découvrir ce deuxième épisode dans lequel je vais vous introduire à un outil qui est très important, que l'on retrouve majoritairement en aménagement et en paysagisme, mais qui a également toute sa place en écologie. C'est ce qui va naturellement nous intéresser. Cet outil, on le nomme la stratification végétale. Et ce que je vous propose, c'est que l'on passe l'introduction. J'ai pas plus de choses à dire que ça. On va tout de suite aller à la présentation de cet outil. Bienvenue dans le deuxième épisode de Botanique. La stratification végétale, c'est un outil qui se présente ainsi. On a affaire à une répartition des populations végétales selon un plan vertical et qui répond à une nomenclature qui n'est pas officielle. Ce qui fait que cet outil peut parfois être modifié pour rendre sa compréhension plus simple, et c'est notamment ce qui va se passer dans cette vidéo. La stratification végétale, c'est un outil qui est vachement pratique car il nous permet d'avoir une meilleure appréciation de la structuration des paysages naturels et des peuplements des végétaux. Chaque strate est hyper importante car elle possède sa diversité animale et végétale, sa densité, son climat et ses apports écologiques. Officiellement, on dénombre 5 strates qui peuvent elles-mêmes être découpées, divisées en d'autres sous-strates. On va absolument toutes les voir dans cette vidéo afin d'avoir une vision globale de cet outil. Et donc pour rendre sa compréhension plus simple, j'ai placé toutes les strates dans 2 catégories. Les strates épigées et les strates hypogées, respectivement les aériennes et les souterraines. Ça ne sera donc pas une simple présentation de chaque étage, mais bien une visualisation détaillée de chaque strate végétative qui au final donne un outil qui est vachement pratique pour les écologues, surtout lorsque la variété d'espèces est très large. Alors on va partir dans les détails de chaque strate et on va tout de suite démarrer avec les strates hypogées. On va donc démarrer avec les strates hypogées et la seule à vrai dire d'entre elles, la strate infracryptogamique, portant d'ailleurs le nom de strate hypogée de temps en temps. Cette strate, elle comporte l'entièreté des organes végétaux souterrains, donc l'appareil racinaire, les autres organes, mais également le mycélium des champignons. En termes de faune, elle est occupée d'une faune typique du sol, la pédofaune. On compte dedans les vers, mais également les taupes, et on y trouve également une faune dite interstitielle, invisible à l'œil nu, mais qui permet la circulation de l'air entre les grains du sol de par ses mouvements. Donc l'intégralité des peuplements se trouve à l'intérieur de cette strate, sauf les plantes qui arrivent à se passer de substrat et de systèmes racinaires, tels le gui. Là, on est dans la seule strate qui comporte le monde souterrain, donc qui comporte une grande masse de population végétale. On va voir maintenant les strates épigées, avec la première qui recouvre le sol. La première de nos strates épigées, ce sera la strate cryptogamique, également nommée la bryolithénique. Tout est dans le nom. Il s'agit des espèces qui vont recouvrir le sol, donc majoritairement des bryophytes, des lichens et des champignons. Toutes ces espèces, elles composent dans le sol ce que l'on nomme l'humus, du moins une partie, et certaines de ces espèces sont également des espèces pionnières. Il va s'agir des premières qui vont coloniser les sols quand ils sont nus. Ça comporte également les plantes dans leurs stades les plus jeunes, notamment les plantules d'herbacées et des arbres. En termes de faune, on peut trouver une faune microscopique, les tardigrades, les colamboles, et une faune qui décompose la matière, notamment l'humus dont j'ai parlé juste avant. Beaucoup de ces espèces animales naviguent notamment entre le sol et la surface, ce qui fait qu'elles occupent à la fois des strates végétatives, hypogées et épigées. Vous l'avez également peut-être noté, on trouve des champignons dans les 2 premières strates. Alors évidemment, les champignons ne sont pas des végétaux, contrairement aux bryophytes et aux lichens, mais ces derniers ayant une intime relation avec le système racinaire et les plantes, ils sont compris notamment dans les études écologiques et pour caractériser les strates végétatives, tout simplement.
On va prendre quelques centimètres pour gagner la prochaine strate. La strate herbacée va aller jusqu'à 1,50 m au-dessus du sol et va comporter aussi les jeunes arbres. Dans les habitats, on retrouve les pelouses, les prairies, les landes, donc on a affaire à des plantes que l'on connaît très bien et que l'on côtoie absolument tous les jours. Donc autant vous dire que l'éventail d'espèces il est extrêmement large et que les rôles écologiques sont très nombreux et très importants. On a notamment la rétention d'eau et la préservation du sol contre l'érosion grâce à l'appareil racinaire. Ce que je peux vous donner ici comme information, sachez qu'il n'est pas possible d'associer une espèce à une strate précise. Je m'explique. Bon, vous l'avez forcément compris notamment avec les arbres. Les arbres, plus tard, quand ils seront adultes, vont gagner parmi les dernières strates de cette stratification. Mais pour donner un exemple qui rentre dans la strate herbacée, on peut nommer certaines poacées, par exemple, les graminées. Certaines graminées vont dépasser le 1,50 m et ne sont donc pas associées à la strate herbacée. C'est donc une erreur de dire qu'une espèce est forcément dans telle ou telle strate. C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on travaille avec cet outil. En termes de faune, évidemment qu'elle est occupée par un large éventail d'animaux, amphibiens, micromammifères, reptiles, arthropodes. Et si on prend les 3 premières strates que l'on vient d'observer, eh bien en termes de biomasse, donc de population et de diversité taxonomique d'espèces, ces 3 strates sont bien plus importantes que toutes les autres que l'on va voir par la suite. Voilà. Ça ne veut pas dire que les prochaines sont moins importantes, c'est-à-dire que la grande diversité des êtres vivants, autant végétal qu'animal, se retrouve dans ces 3 premières strates. La strate herbacée, on a affaire à des espèces qui vont évoluer dans un milieu qui est ouvert et qui, si rien ne l'empêche, va pouvoir évoluer et gagner les strates suivantes. On va donc enchaîner avec une strate qui n'est pas officielle. Elle peut être considérée comme une strate intermédiaire, j'ai nommé la strate buissonnante. Elle-même étant comprise dans la strate qui va suivre. Les espèces qui la composent sont de taille assez variable, 2-3 mètres, et elle est souvent citée lorsque l'on va parler des haies. Ces compositions végétales artificielles comprenant des atouts écologiques majeurs non négligeables dont il faudra bien sûr parler un jour. Pour faire simple, la strate buissonnante, on peut y mettre les grandes herbacées et les petits arbustes. On va donc rentrer ici dans des strates avec beaucoup moins de biomasse mais qui n'en restent pas moins intéressantes. Passons donc aux strates arbustives. Nous sommes donc aux strates arbustives qui sont composées de la strate buissonnante que je viens de citer, et la strate arbustive en elle-même se divise en 2 autres strates. La strate arbustive basse et la strate arbustive haute. On est ici à l'étage des arbustes et des buissons, mais qui contient également les plantes grimpantes telles le lierre et la vigne sauvage, qui sont d'ailleurs 2 plantes que l'on peut considérer comme des lianes. On retrouve majoritairement des arbustes, jusqu'à 4 mètres pour la strate arbustive basse et 10 mètres pour la strate arbustive haute. Des populations comme celle du chêne vert composent la garrigue, qui peut être un très bon exemple pour la strate arbustive. Et on a également les populations d'arbres qui donnent des jeunes forêts. La diversité animale est composée d'espèces arboricoles, et on commence aussi à avoir l'impact et la présence de l'avifaune ici. On retrouve également le lichen et le champignon, que ce soit à la surface de l'écorce ou à l'intérieur de l'arbre, et on a aussi les fameuses plantes qui peuvent, elles, se passer d'appareils racinaires, comme le gui que j'ai cité bien plus tôt. Alors évidemment, on ne s'arrête pas ici, on peut aller bien plus loin et on va commencer à atteindre les toutes dernières strates. On arrive donc aux dernières strates avec la strate arborescente qui, comme la précédente, peut être divisée en 2 sous-strates. On va retrouver la strate arborescente inférieure pour les espèces de 8 à 20 mètres et la strate arborescente supérieure pour les espèces qui vont dépasser la vingtaine de mètres. Là, on a affaire aux populations arboricoles très denses. On prend en compte notamment le houppier qui est la partie supérieure des arbres. Autrement, il n'y a rien de plus à dire si ce n'est que c'est la dernière strate de cette répartition verticale qui habite une avifaune, même si on retrouve d'autres espèces qui proviennent des arthropodes ou d'autres groupes. Pour terminer, on a aussi une autre strate qui n'est pas officielle, qui est la strate canopée. Elle est très rarement citée.
Vous connaissez le terme de canopée, il est utilisé quand on parle de la partie supérieure des forêts équatoriales ou tropicales, mais sinon il n'est pas tant utilisé que ça et j'ai bien dû chercher pour le trouver, donc si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. Retenez surtout que les dernières strates officielles, ce sont les strates arborescentes inférieures et supérieures. Et ben écoutez, on va pouvoir passer tout de suite à la conclusion concernant la stratification végétale. C'était la stratification végétale, un outil que je vous invite premièrement à utiliser de par vous-même, ne serait-ce que pour avoir une meilleure manière d'appréhender la lecture de paysage. Vous l'avez vu, et là je ne fais que me répéter par rapport à l'introduction, son utilisation permet d'avoir une meilleure organisation des composants d'un écosystème et donc d'y voir beaucoup plus clair. Au-delà de tout ça, cette organisation peut aussi se faire en termes de croissance au niveau des végétaux, d'où sa présence dans des domaines plus artificiels, si je peux m'exprimer ainsi, comme sont l'aménagement ou la sylviculture, pour donner quelques exemples. Néanmoins, il n'en reste pas moins un outil qui est très pratique en écologie, et c'est surtout ça que j'ai voulu partager au travers de la vidéo. Et j'espère que ce second épisode de Botanique aura su capter votre attention. Pour la suite, j'ai plusieurs idées, notamment en botanique, mais je ne dis rien tout de suite. Je vais voir dans les médias lesquels sont les plus pertinents à mettre sur cette chaîne pour la suite, notamment de ce concept. Et donc, tout simplement, j'espère vous retrouver très vite dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.